merci beaucoup pour Salam alaikum. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Je suis vraiment honorée d'être ici. C'est vrai que ça vient de décembre en place cette conférence. Je voudrais quand même dire que je suis aussi heureuse de donner cette conférence avec Abdelhak, puisque c'est grâce à lui que je me suis vraiment lancée dans cette aventure de réflexion, on va dire, philosophique et en lien avec la spiritualité sur la physique quantique dans le cadre du groupe Sciences et Religions en Islam. Et donc on a pu contribuer à 2 livres collectifs qui étaient dirigés par Abdelhak, sur Sciences et Religions en Islam. Alors donc avec l'introduction maintenant, et puis je pense que vous savez à quel point la physique quantique est importante en philosophie des sciences, hein, c'est on appelle un nouveau paradigme, et donc elle pose la question vraiment des modes de connaissance que nous avons du réel. Qu'est-ce que le réel? Alors, qu'est-ce que le réel? Évidemment, les modes de connaissance sont multiples. Alors, on a tendance, malheureusement, de nos jours, à séparer le champ scientifique du champ philosophique, ou alors de ce qui relève de la théologie ou de la mystique. Alors, ce sont des mots, évidemment, qui mériteraient chacun une définition, mais vaguement, on peut dire qu'en science, on a besoin de l'observation, du raisonnement, mais aussi de l'intuition, en fin de compte, et idem en philosophie, mais idem aussi dans le champ mystique. Et donc ce que je voudrais de temps en temps durant mon exposé, c'est faire des clins d'œil pour vous montrer à quel point il y a eu, en tout cas dans l'histoire de la pensée humaine, une porosité et des fécondations mutuelles entre ces différents domaines. L'une des questions que je trouve qui pose vraiment problème aussi de nos jours, c'est qu'est-ce que c'est que la raison? Est-ce que, effectivement, quand on parle de science et religion, on parle de raison et foi? Et je pense que le débat est mal posé, puisque dans l'histoire, il s'agit, c'est pas, en tout cas l'histoire de l'islam en particulier qui vous intéresse, j'imagine, c'était plutôt la raison et la révélation, c'était pas la raison et la foi. Parce que dans la démarche scientifique elle-même, il y a aussi une certaine foi dans ce qu'on fait, dans la méthode qu'on adopte scientifique, et aussi dans la voie, en tout cas dans l'histoire de la pensée islamique, la raison, mais là aussi c'est un mot qui a été utilisé de différentes façons et déployé et discuté, a été très important dès le départ, avant même la traduction des ouvrages grecs. Et donc elle a accompagné les questionnements à la fois des théologiens, des phalasifa, donc qui effectivement, la philosophie, la falsafa qui est apparue après la traduction plutôt des œuvres des ouvrages grecs, mais aussi toutes les tendances, tous les courants, les principaux courants en tout cas de l'islam ont adopté la raison avec des degrés divers, avec une place plus ou moins importante pour ce que c'est que voilà, la révélation, mais qui demande aussi la raison pour être interprétée. Et en général, alors j'ai mis exprès raison au pluriel parce que ce sont vraiment différentes facultés, je reviendrai aussi là-dessus à la fin, si j'ai le temps, de discernement. Alors j'ai pas voulu mettre vrai et faux, parce que c'est vrai que ce sont des catégories, vrai et faux, ou entre le bien et le mal, c'est très important évidemment, quand on prend des décisions d'ordre éthique, d'être raisonnable, on va dire, et donc d'être capable de dépasser ses préjugés, ses pulsions. Maintenant, on a aussi cette tendance à confondre la raison et le rationalisme, ou la rationalité des fois. Et en fait, le rationalisme, c'est quelque chose de plus restreint que les raisons multiples et des modes de connaissance multiples, puisqu'il réduit la raison à un système qui serait censé être universel, indépendant des hommes, des êtres humains, qui est fondé sur 4 principes. En fait, il y en a 3 au moins qui remontent à Aristote. C'est la non-contradiction, c'est-à-dire que rien ne peut à la fois être et ne pas être. L'identité, donc tout ce qui est l'est vraiment, ça c'est très important pour Aristote. Et un principe que je trouve en tout cas qui continue vraiment à imprégner notre façon de voir le monde, c'est le tiers exclu. Ça veut dire que tout doit ou bien être ou bien ne pas être. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des propositions comme A est vrai et mon A est vrai aussi. Mais il y a aussi un autre principe qui en fait est une sorte de garante de la possibilité de connaître le monde et de prendre aussi même des décisions et dont on a besoin, hein, évidemment tous les jours aussi, c'est qu'une même cause puisse produire toujours le même effet. C'est vrai qu'on aurait été perturbé si on avait des changements, de l'imprévisible à gérer tous les jours. Et donc on a besoin
c'est plutôt rassurant, à la fois pour pouvoir avoir une connaissance du monde et des autres, qui est la causalité. Mais mon but, justement, c'est de montrer comment la physique quantique, finalement, ébranle le rationalisme, alors que c'est quand même une connaissance. Et en quoi ceci résonne aussi avec la critique d'Al-Razali, de cette rationalité, de ce rationalisme. Et donc, en fait, la causalité est centrale, puisque à travers, là aussi, l'histoire de l'islam, les discussions théologiques dès le départ, c'était vraiment ces questions épineuses de la tension entre le déterminisme et le libre arbitre. Évidemment, le libre arbitre dit aussi responsabilité morale, responsabilité devant Dieu, etc. Alors, en fait, les causes chez Aristote ont des modalités multiples. Je ne vais pas les détailler, mais il y a aussi une cause première, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que la chaîne des causes, il faut qu'à un moment, elle s'arrête. Il faut qu'on ne dit pas à l'infini. Donc, il y a un principe supérieur dans la philosophie d'Aristote. Mais Avicenne est allé très loin dans la causalité. Alors, d'abord, il y a cette idée que l'essence des choses est actualisée par un accident nécessaire. On parle aussi de puissance et d'acte. Il y a l'élément de nécessité qui est très important. Et en fait, ce que disait Avicenne, alors là, j'extrais ces quelques phrases d'un livre que je vous recommande vivement, qui est le livre de Frank Griffel sur Al-Razali. En fait, d'après lui, l'univers, y compris les actions humaines, sont entièrement prédéterminées par Dieu. Et un effet est nécessairement accompagné par sa cause. Si elle est faite, on a nécessairement la cause qui est là. Et c'est ce qui explique pourquoi le monde, l'univers serait éternel. C'est un point de désaccord important avec Al-Razali. Puisque, à partir du moment où Dieu est, le monde est, puisque Dieu est la cause de ce monde. Mais alors, il y a quelque chose qui m'amuse aussi dans ce que j'ai relevé, c'est que pour Avicenne, les êtres humains seraient capables, en principe, de connaître le futur s'ils connaissent tous les événements actuels et les natures des choses aussi qui sont impliquées. Et en fait, ça, c'est une formulation, alors je n'ai pas mis une citation de Laplace, mais c'est exactement ce qu'a affirmé Laplace. Alors, on lui accorde d'avoir été le premier à l'affirmer, mais en fait, pas du tout. C'est quelque chose de très ancien. Et ce qu'on appelle, en fait, bon, plutôt il parle d'intellect, et en fait, cet intellect, c'est le démon de la place. D'ailleurs, Avicenne parle aussi des âmes, des démons des sphères célestes, qui seraient capables de connaître l'évolution du monde d'une façon déterministe. Alors, là-dessus, Al-Razali, justement, ce sont alors des différents, donc Tahafut al-Falasifa, dans son livre très connu où il critique la philosophie de la falsafa. Et donc, lui a parlé d'une intervention incessante de Dieu dans le monde. C'est une création qui est renouvelée à chaque instant. Et il critique, entre autres, la nécessité qu'avance Avicenne d'une relation causale nécessaire donc entre la cause et l'effet. Mais cela ne veut pas dire du tout, et je reviendrai aussi là-dessus, sur Al-Razali, qu'il était opposé à la causalité apparente des choses ou au développement des sciences, on va dire, des sciences de la nature. Et à l'encontre de la nécessité d'un seul monde, selon Avicenne, qui émanerait d'ailleurs de la connaissance de Dieu, qui est là le choix, donc c'est même pas un choix, ça va de soi, pour Al-Razali, plusieurs mondes sont possibles. Alors ce sont des mondes possibles, ça c'est un point vraiment important, et Dieu en a choisi un, mais Al-Razali permet aussi, à l'encontre là aussi du modèle d'Aristote, d'avoir une étendue immense aussi des mondes. C'est l'omnipotence de Dieu, hein, c'est la là. Et d'une façon ontologique, c'est réel, les mondes multiples, c'est quelque chose qui a été, par exemple, hein, là je ne mentionne que quelques exemples, qu'on retrouve chez Fakhreddin Razi, qui est une figure très importante de l'ash'arisme tardif, après Al-Razali, qui a vraiment aussi fait une synthèse, qui a introduit beaucoup la philosophie ou les méthodes philosophiques dans l'ash'arisme, et qui lui, par exemple, dit Dieu a la puissance infinie, a le pouvoir, al-qudra, de créer des milliers de mondes, alf awalin, au-delà de ce monde. Les arguments des philosophes, donc ils critiquent les philosophes grecs, les falasifa, pour affirmer que le monde est un, puisqu'ils sont restés dans l'idée d'un monde unique et fermé d'Aristote, et sont faibles. Et en fait, on retrouve la même vision chez Giordano Bruno, qui, si vous le savez peut-être, a fini sur le bûcher, parce que c'était vraiment l'intrus
d'affirmer cette multiplicité, d'avoir ouvert le monde, et auquel on attribue un rôle très important, ça c'est mon clin d'œil, c'est une révolution qui est plus importante encore que la révolution qu'on appelle copernicienne, de passer d'un monde fermé à un monde ouvert. Et là, je voudrais quand même aussi mentionner Cheikh Alawi rapidement, parce que dans un livre que j'ai eu l'occasion de présenter lors de son centenaire à l'UNESCO, où il critique le géocentrisme. Il ne critique pas, en fait, pour lui, l'héliocentrisme est quelque chose de naturel. Il cite même des anciens érudits musulmans, puisque symboliquement, le Soleil, il dit qu'il a acquis sa position centrale comme un cœur au sein du corps. Et il cite plusieurs paroles prophétiques qui parlent de mondes multiples, de milliers de mondes, tels que des grains de sable d'une plage sans limite. Il parle de plusieurs soleils avec leurs planètes et avec des êtres humains qui auraient peut-être, avec une émergence, une création de ces mondes et une fin qui soit différente. Alors, ça me paraît important parce qu'on a cette tendance à attribuer en quelque sorte à tout ce qui émane de la philosophie grecque, par excellence la rationalité qui aurait effectivement nourri les révolutions scientifiques, et puis du côté des théologiens, c'est plutôt ceux qui ont freiné, mais en fait non. Là, on a vraiment une aspiration, je vous parlais de porosité tout à l'heure, de vision, même si elles sont fondées sur la spéculation, comme Giordano Bruno d'ailleurs, hein, il n'avait pas fait du tout d'observation, d'utiliser une méthode scientifique moderne pour pouvoir aboutir à ces idées révolutionnaires. Alors, à l'encontre d'Aristote, il y avait quand même aussi les atomismes, hein, qui ont fini par être écrantés par Aristote et Platon, mais qui vont ressurgir dans le monde musulman, mais qui sous forme différente. Mais alors, je voudrais quand même préciser qu'on est toujours dans l'idée de la causalité, même si les atomistes avaient, en fait, ne voulaient pas avoir recours à une cause supérieure, comme chez donc Aristote, ou même Platon, mais avoir une sorte de principe de construction, hein, d'une sorte d'autonomie de ce monde. Mais ici, je cite le Cipe, qui dit qu'aucune chose ne devient sans cause, mais tout est l'objet d'une loi, et sous la contrainte de la nécessité. On retrouve cette idée de la nécessité encore chez Avicenne. Et donc Démocrite, c'est l'élève de Leucippe, hein, Épicure, et donc il faut quand même aussi, même si l'atomisme est considéré comme un précurseur du matérialisme moderne, puisqu'il réduit en quelque sorte tout à des atomes, qui sont des sortes d'entités indivisibles avec des formes variées, avec une étendue spatiale, il faut quand même rappeler que c'est une alternative à la mythologie. La motivation initiale et principale, elle était aussi d'ordre métaphysique, puisqu'il s'agissait de concilier l'être immutable avec la pluralité mouvante du réel. C'est-à-dire qu'il y avait aussi, ces atomes, en fait, portaient les qualités de l'un. Et donc, c'était une façon d'expliquer la multiplicité à partir de l'unicité. Et donc, en fait, c'était pas nécessairement, en tout cas, Lucrèce ou Épicure ne réfutaient pas l'existence de ce principe de supérieur, avec des mondes différents, évidemment, à chaque fois. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les atomismes, je les mets aussi au pluriel, puisqu'ils ont des variantes, des caractéristiques différentes des atomes à chaque fois, apparaissent donc dans le Calem. Alors, et le Calem, c'est donc, ça regroupe énormément d'écoles théologiques qui sont rationnelles essentiellement. Et là, avant de parler d'atomisme, je voudrais quand même donner cette affirmation de Jean Jolivet, qui dit que la philosophie est née 2 fois dans le monde arabo-musulman, une première fois comme théologie, puis comme philosophie argumentée de nature aristotélicienne. Et il faut aussi rappeler que cette théologie, en fait, ça a commencé avec les Mu'tazilites, ensuite il y a eu l'Achaïsme qui s'est opposé au Mu'tazilisme, mais il faut quand même rappeler la fécondation mutuelle, hein, entre la falsafa et la théologie, le Calem. En particulier, Avicenne a fait une synthèse vraiment de la philosophie grecque avec le Mu'tazilisme, entre autres. Al-Farabi a été aussi influencé par le Mu'tazilisme, a pris même des arguments pour le libre arbitre, etc. Et en fait, Fakhreddin Razi, c'était un atomiste. Le Razali ne l'était pas. Mais l'atomisme est apparu, donc les Mu'tazilistes ne sont pas tous des atomistes, et les Achaïtes non plus,
Donc il faut, et puis pareil, il y avait plusieurs versions possibles et visions possibles. Mais c'était aussi une réhabilitation de l'atomisme qui est différent de l'atomisme grec, qui permettait finalement à le Prodela, donc l'omnipotence divine, de se manifester. Parce qu'à partir d'atomes, Dieu a la possibilité de créer une diversité, une multiplicité de choses, de shay'in, donc ashya. Et donc là aussi, on retrouve l'attraction que pouvait avoir l'atomisme pour les théologiens du Calem, puisque on est aussi, en quelque sorte, en train de montrer comment le multiple émane à partir de l'un. Donc le principe d'unicité guide un petit peu cette philosophie, le tawhid, la réalisation de l'unicité, unité des origines aussi. Sauf que, et là j'insiste sur cette différence, les atomes n'ont pas de... en fait, sont des points ponctuels. Et là, je relève ça parce que c'est intéressant, puisqu'on va retrouver chez Newton cette idée de point ponctuel dans l'élaboration de la physique, la mécanique de Newton. Et ce sont aussi des atomes éphémères, puisque, par exemple, l'Ash'ari, en fait, il a recours aux atomes, pas seulement de matière, mais aussi dans le temps. Le temps serait discrétisé. Et ça, c'est important parce qu'à chaque instant, à chaque mot de temps, Dieu va intervenir pour renouveler les atomes. Et donc, ils sont éphémères, ils disparaissent, ils apparaissent et disparaissent instantanément. Et donc là, c'est complètement différent des atomes des Grecs qui sont plutôt éternels, puisqu'ils ont la qualité de l'être unique, ils sont plutôt immuables. Et cette idée d'atomisme du temps, on la retrouve aussi par la suite chez Descartes. Et en fait, chez Descartes, elle va aussi stimuler l'apparition. Descartes parle de cette création incessante, il est dans ce qu'on appelle l'occasionnalisme, pas extrême, de l'Ash'ari, que va développer aussi le Razali. Et cette création incessante, il dit que Dieu intervient aussi pour conserver la quantité de mouvement. Donc, ce qui est quand même intéressant aussi, ce point. Maintenant, donc là, l'atomisme n'a pas fait l'unanimité, puisque même le Razali ne l'a pas, entre autres, adopté, mais il a inspiré aussi Ibn al-Haytham. Et ça, c'est une transition très importante qui me permet maintenant d'introduire l'histoire de la physique quantique. C'est une étape qui me paraît très importante, vous allez comprendre, vous le savez peut-être déjà pour certains, pourquoi. C'est que, en fait, Ibn al-Haytham a introduit une révolution dans la conception même de la lumière, puisqu'elle prend une existence propre, contrairement aux Grecs. Et il lui attribue aussi une nature corpusculaire. Et donc, pourquoi? Entre autres, parce qu'il a introduit aussi la méthode expérimentale, je ne vais pas détailler tout ça, mais parce qu'il n'est pas le premier, mais en tout cas l'un des premiers. C'est parce qu'avec l'idée que la lumière est formée de corpuscules, il permet d'expliquer pourquoi la lumière se propage selon les lignes droites. Elle a des trajectoires rectilignes. Et aussi, et ça c'était quand même assez important, si on connaît le débat qu'il y a eu sur la vitesse de la propagation de la lumière par la suite, c'est comme ça, le fait que ce soit des corpuscules, leur vitesse est finie. D'accord? Parce que pour lui, la vitesse était finie, comme pour Abbasi d'ailleurs. Alors, ça c'est un point très important et qui va être adopté, cette vision, par Newton, puisqu'il a énormément étudié le livre traduit au latin de Haytham, d'optique, traité d'optique. Et d'ailleurs, il affirme que s'il a vu plus loin, c'est en montant sur les épaules de géants, comme Ibn al-Haytham. Maintenant, il y a un autre savant qu'on connaît moins bien qu'Ibn al-Haytham, mais qui a en fait commencé à discuter déjà la nature ondulatoire de la lumière, qui a étudié énormément le livre d'optique d'Ibn al-Haytham, mais qui est allé plus loin parce qu'il était vraiment le premier à avoir expliqué l'arc-en-ciel. Il a fait même l'expérience de décomposition de la lumière sur un récipient en verre pour expliquer en fait comment la lumière se décompose sur les gouttes d'eau, pour expliquer l'arc-en-ciel. Alors, ce qui est amusant, c'est que donc là, on a à la fois la nature corpusculaire et ondulatoire qui vont se rentrer dans une sorte de bataille à travers l'histoire et qui vont finalement, comme je vais vous montrer, se réconcilier ou coexister finalement d'une façon pacifique avec la physique quantique. Alors, donc il y a eu, en fait, ce qu'il y a, c'est que comme Newton avait une autorité dans la communauté scientifique, il a imposé finalement le corpuscule de Haytham pendant longtemps.
Et donc même quand il y a eu des expériences de Huygens sur la nature ondulatoire de la lumière, ça n'a pas réussi vraiment à prendre le dessus par rapport à la nature corpusculaire. Et c'est seulement après, avec les expériences de Font de Young, que je vais vous montrer dans la suite, qu'on a vraiment donné un coup fatal, que les corpuscules de Newton et d'Undenheim ont disparu, disons, n'avaient plus lieu d'être. Et donc à la fin du XIXe siècle, on avait, donc, la lumière était donc des ondes, considérées comme des ondes, obéissant à des équations déterministes de Maxwell, particulièrement. Et ensuite, la matière, ce qu'on appelle la matière, donc les corps matériels obéissent aux équations déterministes de Newton. Et même s'ils ne sont pas atomistes, hein, par exemple, Galilée et Newton admettent l'existence de petites particules de matière dans la nature. Et en chimie, l'atomisme a pris beaucoup de temps à s'imposer en Europe, parce que l'Église s'opposait à l'atomisme, comme il était associé au matérialisme, mais il a fini par s'imposer, avec plusieurs scientifiques, grâce à Dalton, Proust, Lavoisier, etc. Mais ce qui est très important dans la perception de la matière, c'est que ce soit l'idée de particules dans la mécanique ou d'atomes, c'est que les propriétés du tout émanent de l'agencement de ces parties. Et donc, ce qui ne sera pas le cas de la physique. Donc, je vais vous parler, donc je vous ai parlé tout à l'heure de ces expériences de Font de Young. Ça va être un petit peu technique, mais essayez juste de saisir un peu l'esprit, parce que c'est une expérience qui a été vraiment déterminante dans l'émergence de la physique quantique. Il y en a eu d'autres, mais celle-ci est assez frappante. En fait, les fontes, c'est quoi? Donc, je ne sais pas si je peux montrer sur... Est-ce qu'il y a un laser? Non. Ou un bâton, tout simplement. Ah, peut-être qu'après, je pourrais plus avancer. Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous voyez les deux fentes qui sont là? Donc, c'est ça, les fentes de l'huile. On a une source. Ici, j'ai mis simplement des particules, ou ça pourrait être des billes, d'accord, que vous lancez. Et donc là, ce sont des corpuscules. Okay, et donc, à la fin, si vous regardez sur votre écran qui est derrière, vous allez avoir simplement une concentration de vos billes en face des deux fentes. Il n'y a rien de magique pour l'instant. D'accord? Maintenant, si vous envoyez des ondes, votre source, par exemple, c'est un laser. Je parlais de laser. En fait, les ondes vont passer par les deux fentes, sauf que les deux fentes vont devenir à leur tour d'autres sources. D'accord? Ce sont des sources qu'on appelle cohérentes. D'accord? Elles émanent d'une source unique. Et il va y avoir ce qu'on appelle un principe de superposition des ondes qui fait que les ondes s'ajoutent. Okay? Et donc, du coup, là où il va y avoir les ondes qui arrivent en face, c'est-à-dire que si les deux maxima arrivent au même moment, au même endroit ensemble, et bien, il va y avoir ce qu'on appelle une interférence constructive. C'est-à-dire que on va avoir sur l'écran une trace qui est double de celle d'une seule onde. Mais si elles arrivent en opposition, c'est-à-dire le minimum de l'une est l'opposé de l'autre, là, il va se passer ce qu'on appelle une interférence destructive. Elles se détruisent. Donc, on n'a aucun signal. Donc, sur l'écran, on a une alternance entre l'interférence constructive et l'interférence destructive. C'est-à-dire qu'il y a, vous voyez partout, on a des franges qu'on appelle les franges interférences. Okay, une alternance entre des régions sombres et des régions très lumineuses. Donc ça, ce sont les ondes. C'est ce qui a permis donc d'abandonner l'idée de corpuscule pour la lumière. D'accord? Les corpuscules de Newton. Donc ça a été fait par Young pour la fin du XIXe siècle. Maintenant, on va envoyer une source de ce qu'on appelle particules quantiques. D'accord? En fait, ça peut être des électrons ou ça peut être des photons, vraiment venant d'un laser dilué. Et là, a priori, quand on regarde l'écran, au début, on voit quand même l'impact de corpuscules. Et cette expérience est exactement la même que vous voyez de la lumière, mais vraiment avec les lasers, on arrive à avoir une couleur bien définie, donc une longueur d'onde bien définie, ou avec des électrons. Donc vous voyez un impact de corpuscules, ce qui n'est pas évident pour la lumière quand même, mais ce qui est naturel pour les électrons. Et après, vous attendez. Et puis vous voyez quoi? Vous voyez des franges d'interférence. Donc en fait, ces impacts locaux sur l'écran
ils arrivent à former des franges d'interférence. Et ça, c'est vraiment intriguant quand on y pense. Et en fait, vous voyez que là, vous ne pouvez pas dire si vos particules sont des ondes ou sont des corpuscules. En fait, ils ne sont ni l'un ni l'autre, ou on pourrait dire ils sont l'un et l'autre à la fois. Et alors, il y a une autre chose très étrange. Quand vous faites, vous observez une balle qui est sur qui roule par terre, vous n'allez pas, avec votre pouvoir, avec votre vision, l'obliger à changer de trajectoire ou changer de nature. D'accord? Là, vous allez vous dire, mais c'est quand même bizarre, parce que la particule, pour avoir des franges d'interférence, il faudrait qu'elle passe à la fois par les deux fentes. Mais on a quand même un impact d'un corpuscule. Le corpuscule ne peut pas passer par les deux. Donc je vais essayer quand même de regarder, de deviner par où, je vais essayer de l'observer pour savoir par où passe la particule. Ah, merci beaucoup. Super. Et là, vous mettez, donc vous mettez là, alors, c'est là ? Au milieu. Ah voilà, super. Donc vous mettez votre, ça c'est l'observateur, d'accord ? Il va essayer de voir par où ça passe. Et puis là, étonnamment, tout d'un coup, vous pouvez attendre aussi longtemps que vous voulez, vous n'avez plus de frange d'interférence. Vous avez simplement exactement la même chose que ce qui s'est passé quand j'avais envoyé des billes, des corpuscules. Donc vous détruisez par l'observation l'interférence. D'accord ? Donc en fait, ça soulève une intrigue. Quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est le rôle de la mesure. La mesure devient une partie intégrante de la théorie, alors que normalement, elle est censée simplement avoir un rôle non invasif. Et donc, en quelque sorte, ce que vous faites quand vous voulez observer, quand vous voulez savoir par où passe la particule, vous êtes en train de lui poser la question « par où tu passes ?» Tout à l'heure, en fait, la question n'avait aucune réponse. On ne savait pas. Maintenant, quand vous voulez savoir, elle est obligée de répondre. Et quand elle répond, elle est obligée de passer par une fente ou par une autre. Mais c'est d'une façon aléatoire, complètement aléatoire et imprévisible. Sauf que quand elle décide de faire ainsi, le résultat se fait, elle se comporte comme un corpuscule. Parce qu'une onde lumineuse, on va dire, elle passe simultanément par les deux. Donc, parce que vous lui posez cette question et qu'il est obligé de répondre, que du coup, vous modifiez son état. Alors, ça revient, en fait, ça vient d'un principe qui est très aussi troublant, qui s'appelle le principe de superposition. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait le principe de superposition, c'est pour les ondes. Pour les électrons, on ne voit pas comment il peut s'appliquer. Mais en fait, il est toujours là. Et ce principe, si vous voulez, il s'applique pour une propriété, par exemple, que vous voulez regarder. Tout à l'heure, c'était donc que vous avez mesuré la position. Mais ça peut être la position, ça peut être l'énergie, ça peut être la vitesse. Normalement, quand vous la mesurez, vous savez que vous pouvez attribuer à votre balle qui tourne une valeur bien définie. D'accord ? Une propriété bien définie. Sauf que, comme tout à l'heure, la propriété, ça serait passé par une fente à gauche ou la fente à droite. D'accord ? Sauf que là, c'est pareil. Cette propriété n'est pas définie. Vous ne savez pas par où elle est passée tout à l'heure, la particule. Et là, c'est pareil. Pour si c'est une énergie ou une position ou une vitesse, en fait, vous ne pouvez pas attribuer cette propriété à votre particule quantique. Et en fait, le principe de superposition, il vous dit que vous avez associé à votre particule une certaine entité mathématique qui s'appelle le vecteur. C'est un vecteur. Un vecteur, c'est caractérisé par sa longueur et sa direction. Et vous pouvez associer donc à la couleur, par exemple, imaginons, alors la couleur, c'est pas du tout associé à des électrons, ça n'existe pas à cette échelle, mais imaginons que c'est une métaphore, c'est une couleur qu'il s'agit. Vous avez un atome, on va dire, d'accord, que j'ai montré là. Imaginons qu'il peut prendre, qu'il a deux couleurs possibles, rouge et bleu. En fait, ça c'est plutôt la métaphore, par exemple, de ce qu'on appelle un état de l'atome, qui peut être dans un état qu'on appelle fondamental ou état excité, c'est-à-dire son énergie va augmenter une certaine quantité. D'accord ? Donc quand il était dans cet état, on va dire que c'est une couleur rouge, et quand il est là, dans l'état excité, c'est une couleur bleue. D'accord ? Et en fait, votre atome, il peut tout à fait être... Donc là, c'est la couleur bleue quand il est excité. Ok ?
Mais le principe de superposition vous dit que vous pouvez faire la somme mathématique de ces deux vecteurs pour décrire l'état de votre atome. Mais cette somme, elle n'a pas de propriété puisqu'elle n'est ni bleue ni rouge. Exactement comme tout à l'heure, pour les fentes. Votre électron, vous ne pouvez pas dire qu'il passe par la fente à droite ou la fente à gauche. D'accord ? Et ça, en soi, c'est quand même déjà très difficile à comprendre ce que c'est. On ne peut pas même pas dire que c'est rouge et bleu à la fois. C'est vraiment une propriété, c'est ni l'un ni l'autre. On ne peut simplement pas attribuer cette propriété. Alors du coup, on ne peut rien faire. Non, heureusement, il y a la mesure qui vient. D'accord ? Et là aussi, on va poser la question à notre atome, de quelle couleur tu es ? Et l'atome est obligé de répondre. Il est obligé de choisir au moment où il pose la question. Exactement comme tout à l'heure, quand on voulait poser la question à la particule. Par quelle fente tu passes ? Parce qu'on voulait observer, essayer de suivre sa trajectoire, elle était obligée de choisir. Elle ne peut plus rester dans un état superposé, avec une propriété non définie. Elle est obligée de nous répondre. Donc de prendre, d'accorder une valeur à cette propriété, qui par exemple ici c'est la couleur. D'accord ? Mais elle, c'est pas fini. C'est qu'on n'est absolument pas capable. Bon, d'abord, en fait, le problème, c'est que la réponse de notre atome, quelle couleur tu as, elle est imprévisible. On ne sait pas prédire en avance quelle est la réponse que l'atome va nous donner. Donc en fait, par exemple, alors ça peut être une chance sur deux où il va se mettre dans la couleur, adopter la couleur bleue, une chance sur deux où l'atome adopte la couleur rouge. D'accord ? Ça, c'est s'il y a une superposition de des deux vecteurs d'une façon complètement analogue. Mais il peut y avoir d'autres probabilités. Ça peut être une chance sur trois. Ça dépend de votre entité mathématique qui décrit l'atome avant la mesure. Et en fait, le choix donc, de l'atome est complètement aléatoire. C'est du vrai hasard, du hasard pur. Et alors on pourrait se dire, mais c'est exactement comme je lance un dé. Ça veut dire que je ne suis pas capable de faire le calcul à trajectoire demandée, donc de prévoir sur quelle face il va tomber, et c'est dû simplement à mon ignorance. C'est exactement ce qu'a dit Einstein avec ses collaborateurs. Ils ont dit que ce n'est pas possible. Il doit y avoir une propriété avant la mesure. La Lune, elle prend pas elle ne devient pas lumineuse au moment où je la regarde. Elle est déjà là. Elle avait déjà cette couleur ou cette luminosité avant que je la regarde. Et la science, elle est capable de nous donner, de nous faire une sorte de prendre une photo, d'avoir une correspondance entre ce que c'est que la nature ou le réel et ce que c'est que notre théorie. Il y a une correspondance univoque qui est indépendante de nos moyens de mesure. Et il ne peut pas y avoir de hasard. C'est parce que ce hasard est dû à notre ignorance. On a négligé. L'accusation, alors c'est une fameuse contestation, elle prend le nom de EPR parce que c'était Einstein, Podolsky et Rosen en 1935, ils ont écrit un article pour dire qu'en fait la physique quantique est incomplète parce que, en fait, son formalisme ignore des variables qui sont, on appelle cachées, c'est-à-dire encore d'autres paramètres qui déterminent ses propriétés mais qui ne sont pas inclus dans la théorie. Donc c'est notre ignorance tout simplement qui donne cet aspect. Et donc, c'est un résultat complètement aléatoire. D'accord ? On serait capable, si on connaissait ces variables, on serait capable de faire les prédictions précises sur le résultat de notre mesure. Donc, oui, c'est la fameuse phrase, c'est « Dieu ne joue pas au dé » d'Einstein. Et Bohr lui avait répondu « Mais c'est pas à vous de dire à Dieu ce qu'il doit faire. » Sauf que, il y a eu, alors cette question est restée un petit peu, je ne vais pas vous parler de l'expérience imaginaire, disons imaginaire de pensée, qui était proposée dans cet article PR, je n'ai pas le temps, disons je voudrais passer à d'autres choses, mais en fait, elle a été un peu oubliée parce que la physique quantique était tellement efficace, malgré ce hasard, cette incapacité à prédire de façon précise. Mais quand on a plusieurs particules d'un ordre très grand, on fait de la statistique, parce par exemple, quand on refait l'expérience plusieurs fois, on arrive à voir, avec ce côté probabiliste, on arrive à faire des prédictions quand même. Et c'est grâce à ça qu'on a toute la révolution technologique, qu'on a ces téléphones et qu'on a ces ordinateurs. Donc sur le plan pragmatique, elle était très efficace. Elle a révolutionné vraiment
nos modes de télécommunication, etc. Donc là, les lasers, par exemple, aussi, c'est grâce à la physique quantique qui se sont développés. Les semi-conducteurs, etc. On comprend aussi les propriétés de conduction, les électrons dans les fils électriques que nous avons là. Donc il y a énormément de progrès, et ça, il n'y a aucun doute là-dessus, même si après on peut aussi discuter de leur utilité ou de questions éthiques et environnementales. En fait, il y a Bell qui, à un moment, en 1960, je crois, oui, c'est ça, en fait, lui s'est dit, tiens, il a été capable de concevoir une expérience, un test, donc de reprendre l'expérience proposée par EPR, que je ne vous montre pas ici, on l'appelle l'expérience EPR, et en fait, sans lever le voile, d'être capable de tester si Einstein a raison ou pas. En fait, il avait l'espoir, il était plutôt d'accord avec Einstein. Ça le perturbait aussi, qu'il y ait ce pur hasard lié à la physique quantique. Et donc, il a donné ce qu'on appelle une inégalité, mais vraiment assez incroyable. On pourrait l'expliquer on n'a pas besoin du tout d'avoir on pourrait l'expliquer à des élèves en terminale ou même avant, mais c'est ce que je vais faire, et qui permettrait normalement de donner raison à Einstein. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que j'ai eu Alain Aspect, alors c'est pas le premier, il y a eu des tentatives, mais qui n'étaient pas aussi, n'avaient pas vraiment réussi, donc c'est un prof que j'ai appelé technique, et Alain Aspect, que je vois toujours, parce que maintenant c'est mon collègue, qui est dans l'Institut d'optique sur le plateau. Il a effectué cette expérience, et lui aussi avait l'espoir qu'Einstein ait raison, parce qu'il était quand même un peu matérialiste, on va dire. Donc il avait l'espoir aussi que, effectivement, qui prouve que la physique quantique était vraiment incomplète et donnait plutôt de raison à Einstein. Sauf que, à sa surprise, non. Heureusement qu'il était honnête. Bon, il aurait pas pu faire autrement. Et donc, en fait, il a vraiment montré, il a réalisé le test de Bell, et il a montré que le test de Bell est violé, il ne tient pas la route. D'accord ? Et donc, il y a vraiment un vrai hasard. Il y a même, dans cette expérience, deux hasards qui sont distants, mais qui se parlent en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle la non-localité. Ça veut dire qu'on est incapable de donner un récit, comme on le fait pour une balle qui se propage, qui se déroule dans le temps et dans l'espace, pour raconter une histoire. Parce que c'est ça ce qu'on fait en science, en fait. C'est d'une façon locale, ça se propage localement. Quand on appelle quelqu'un, on a un signal qui se propage dans le temps et dans l'espace. Et bien là, on a deux atomes qui se parlent, en fait, mais sans avoir aucun moyen de communication entre eux. Et donc, malheureusement, pour Einstein, Dieu, c'est dommage qu'il ne soit pas vivant au moment où il y a eu cette expérience, Dieu semble bien jouer au dé. Et la propriété couleur, donc ça affirme et ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, de notre atome, cette métaphore, elle ne peut pas être attribuée à l'atome avant la mesure. Celui-ci, donc, le choisit, c'est comme si l'atome choisit cette couleur juste d'une façon complètement imprévisible sur un coup de tête, au moment où on lui pose la question, on essaie de mesurer sa couleur. Et en fait, Nicolas Gisin, qui a réalisé cette expérience EPR d'une façon impressionnante, parce que c'était à l'extérieur du laboratoire, avec des petits de dizaines de kilomètres, je crois 10 ou 20 kilomètres, non, de 30 kilomètres entre les deux photons, qui maintenant, c'est un physicien à Genève, affirme la nature n'est pas déterministe, elle est capable de réels actes de pure création. C'est un physicien qui dit ça. Elle peut produire du vrai hasard. Il a un livre que je vous recommande, d'ailleurs, Nicolas Gisin, qui s'appelle La physique quantique, le vrai hasard. Il est en anglais et en français. Et donc, c'est comme si notre atome avait une sorte de libre arbitre. Sauf qu'il peut avoir un nombre de possibilités ici de couleurs, mais quand il s'agit d'une position, la position, ça prend des valeurs infinies. On va dire infinies ou dans un certain espace. Et donc on a quand même des choix, de nombre de possibilités qui s'offrent à notre atome est quand même gigantesque. Mais on n'est pas capable. Donc il peut être là et là à la fois, et on ne sait pas. En fait. On ne peut pas lui attribuer la propriété de position, par exemple. Alors qu'est-ce que le réel maintenant? À l'échelle au moins microscopique. Là où la physique quantique s'applique, parce que je ne suis pas en train de parler du grand réel avec grand R. Je reste avec le réel avec petit r, je précise. Donc, la physique moderne a une approche complètement apophatique de ce réel. Elle ne nous dit pas ce qu'il est, elle nous dit ce qui n'est pas la nature de ce réel. Donc, elle dit qu'il est non déterministe, non séparable. Alors, je ne vais pas l'expliquer tout à fait, mais c'est vraiment deux atomes, par exemple. On ne peut pas parler de ces deux atomes quand ils ont préparé dans ce qu'on appelle intriqué,
pour cette expérience EPR, on ne peut pas parler de chaque atome d'une façon individuelle. C'est un tout. On a une sorte de vision holistique des choses, et non locale, comme je vous ai dit, parce qu'on ne peut absolument pas donner un récit, avoir un signal qui se propage d'une façon locale, petit à petit, qui se propage dans le temps, dans l'espace et l'espace. Et on ne peut même pas parler de trajectoire, puisqu'on ne peut pas avoir cette trajectoire comme celle d'une balle, d'accord? Les électrons et les atomes n'ont pas de trajectoire. Ils ne sont pas des points matériels. Ils ne sont pas des ondes non plus, parce qu'une onde, en fait, par exemple, une onde sonore, elle fait vibrer l'air. Mais là, il y a une onde, mais on ne sait pas ce qu'elle fait vibrer. Il n'y a rien. Il n'y a pas de support pour cette onde. Donc là aussi, ça ne résout pas le problème de dire que c'est une onde. Alors maintenant, peut-être que vous avez vu des films d'animation en déplaçant, créés par exemple là ici par IBM en 2013, en déplaçant des atomes en guise de pixels. Vous allez me dire, mais on les voit les atomes, non? Ben non. On ne voit pas les atomes tels qu'ils sont. C'est parce que quand on a pris ce cliché, on a fait une mesure tout simplement. Quand on mesure la position d'un atome ou d'un électron, on oblige l'atome à répondre à la question « tu es où ?» Et donc même si sa position n'était pas définie avant la mesure, il est obligé de répondre. Comme tout à l'heure, quand on les fonds de mesure. Il faut qu'il passe par une fente, donc qu'il se localise sur une fente. Donc les atomes, on les voit parce qu'on a fait la mesure. Quand on prend une photo en quelque sorte, on fait une mesure. D'accord? Mais avant de faire cette mesure, on ne sait pas trop. Il n'y avait pas de position définie. Alors, j'aime beaucoup cette citation, cette réponse de Steven Weinberg, qui est lauréat de prix Nobel en 1979, d'ailleurs avec Abdus Salem et Téton Philippe. C'est ça. Et un autre physicien, j'ai oublié le nom. Et il dit qu'il devient énervé quand on lui pose la question « qu'est-ce qu'une particule élémentaire ?» Il dit que je devrais admettre que personne ne le sait réellement. Donc particule... Alors face à ça, évidemment, il y a une grande partie des physiciens, y compris les fondateurs de la physique quantique. Alors ils étaient très perturbés d'ailleurs, ils se sont même orientés vers les traditions extrême orientales. Oh là, je crois que j'ai terminé là. Mon temps est épuisé. Complètement. Oh là là, d'accord. Bon, d'accord. Je ne sais pas si on ne veut pas vous épuiser, parce qu'après ça dure... Oh là là. Donc en fait, je vais peut-être... alors ce que je voudrais vous dire rapidement, je ne vais pas les détailler, rentrer dans les détails de l'interprétation. Il y a une option pour certains physiciens, c'est d'oublier la question de qu'est-ce que c'est que la matière, qu'est-ce que c'est que la lumière, qu'est-ce que c'est que le réel. Et de dire à partir de... Ils sont pragmatiques. Et donc il y a un réalisme du modèle mathématique de ces entités. Et on ne recherche pas, on ne pose pas de question d'ontologie de ce qui est vraiment. Donc là, c'est une option confortable qui permet d'être en sécurité et de continuer à appliquer la physique quantique, à faire des calculs et des prédictions et des applications. Mais il y a d'autres physiciens qui quand même se posent la question et se disent quand même la science, il faudrait qu'elle dise quelque chose sur ce réel. Et donc il y a énormément, une multitude d'interprétations. Ce qu'on appelle les interprétations de la physique quantique, ce sont des récits finalement, parce qu'ils essaient un peu d'expliquer quelque chose. Et en fait, tous sont en accord avec une même expérience, les mêmes expériences, les physiques quantiques comme les interférences. Et donc cette relation univoque entre une théorie et une expérience, en tout cas le souhait des positivistes à la fin du XIXe siècle, c'était d'écarter toute dimension métaphysique de la science et de pouvoir dire, de pouvoir réfuter ou valider une théorie scientifique. Alors ici, les interprétations sont un peu comme des théories. Et bien, il n'y a aucun moyen de réfuter ces interprétations. On a des discours multiples. On parle de sous-détermination des expériences. Donc on a des scénarios ou des histoires qui vont dépendre de chaque scientifique, de ses convictions, comme Einstein qui refusait le hasard. C'est pas quelque chose qui est indépendant des croyances de ces physiciens. Chacun va vouloir, et on a certains qui vont tout faire pour réhabiliter le déterminisme, parce qu'ils y croient, comme Einstein. Et ils vont adopter des interprétations qui nous paraissent complètement farfelues, mais qui ont été prises au sérieux. Comme celle d'Everett, que vous avez peut-être parlé des mondes multiples d'Everett, qui dit qu'à chaque fois qu'il y a une mesure, en fait, toutes les mesures ont lieu. Donc, on veut restaurer le déterminisme. Tous les résultats de la mesure se produisent, mais dans des mondes différents. Il y a une ramification des mondes, des univers, avec d'autres observateurs, mais jusqu'à... c'est vertigineux, on va dire, si on commence à réfléchir à ça. Alors,
Donc, on peut dire qu'en fait, ces interprétations sont de nature métaphysique. Et donc, pour revenir, je remets la deuxième diapo sur les raisons versus le rationalisme. Vous voyez que là, le rationalisme, pourquoi j'ai mis les principes de la rationalité, en tout cas d'Aristote, c'est que toutes n'ont plus de place dans la vie. Elles sont réfutées, on va dire. Donc, si on parle de la connaissance, là, elles sont en contradiction avec la physique quantique. Le tiers exclu, par exemple, pour rester là-dessus, on peut avoir A et non A, on peut avoir particules et ondes, alors que ça paraît complètement contradictoire. Mais on peut aussi avoir, au niveau même de nos discours, et ça paraît très important, parce que c'est aussi le tiers exclu pour moi, est toute source d'exclusion, de croire qu'on est le seul à détenir la vérité. Là, il y a plusieurs vérités possibles des différents physiciens de leurs interprétations des physiques quantiques. D'accord ? Et la causalité, le déterminisme, s'effondre aussi. Ça, c'est l'expérience, indépendamment même du formalisme, d'Alain Aspect et de Nicolas Gisin par la suite, montre qu'on ne peut pas avoir de déterminisme, indépendamment même du formalisme. C'est notre relation empirique qui était reproduite. Et donc, on a quand même accès à une connaissance. Donc, la connaissance scientifique, on a d'autres modes, c'est ça mon idée, d'autres façons de raisonner. On est encore dans le raisonnable, on n'est pas dans l'irrationnel. Mais ça, c'est exactement la même chose pour la voie spirituelle ou religieuse, je dirais. Et ce qu'a fait El-Razali, et c'est vraiment, peut-être qu'après je vais m'arrêter, c'est exactement contredire, en fait réfuter l'arrogance et le dogmatisme de la raison, la rationalité grecque, à pouvoir accéder à des réalités d'ordre métaphysique de l'au-delà. Donc là, vous voyez qu'elles ne sont même pas capables de nous dire cette méthode d'Aristote, ces principes d'Aristote, s'effondre avec quelque chose qui a accès à notre monde sensible. Et là, Al-Razali disait, critiquer justement la prétention de cette rationalité à atteindre des réalités métaphysiques. Et en fait, alors je tiens quand même la critique de la causalité d'Al-Razali. Ce qu'il dit, donc là c'est cité aussi par Grifel, c'est que la connexion entre ce qu'il critique, c'est la connexion entre ce qui est habituellement considéré comme une cause et ce qui est habituellement considéré comme un effet n'est pas nécessaire selon nous. C'est possible et pas nécessaire, c'est là où il est. Et donc en fait, mais ce qu'il reconnaît, il n'a jamais critiqué le développement des sciences, il ne réfute pas la causalité apparente, ni l'intérêt des sciences. Et ce qu'il dit, c'est qu'au contraire, on peut connaître le monde parce que Dieu, il est miséricordieux, c'est un signe d'amour envers nous. Parce qu'il il respecte ses habitudes dans l'enchaînement, dans son intervention incessante. Il ne la décrit pas dans le détail parce qu'il dit que c'est l'ordre de mystère, mais il respecte ses habitudes et c'est ça qui nous permet l'acquisition des connaissances. Il respecte aussi le fait que ce que nous percevons du monde, c'est en accord avec ce qu'il est. Alors, évidemment, avec la physique quantique, ce n'est pas le cas avec nos sens immédiats. On a besoin d'aller plus loin. Et en fait, Dieu a libre choix, c'est pour ces mondes possibles, de favoriser un monde par rapport à d'autres mondes possibles. Et donc, c'est contraire, évidemment, avec les ramifications colossales des univers d'Everett, qui sont ontologiques et qui veulent absolument restaurer le déterminisme. Donc, et là, donc ça ouvre, je dirais que simplement la voie à d'autres modes de connaissance, et là aussi, je me réfère à Razali, qui parle d'autres facultés au-delà, en tout cas de la logique, des raisonnements logiques. Il y a un niveau situé au-delà de la raison, où se manifeste ce qui ne se manifeste pas à elle, et cela est parfaitement admissible même pour un homme comme toi attaché au monde rationnel. La science, elle est au-dessus de la foi humaine, et la connaissance intime est au-dessus de la science. La connaissance intime est conscience, Wujden, la science est raisonnement, Priest, et la foi est pure acceptation, conformité avec la tradition. On a une fabuleuse synthèse ici, mais je voudrais simplement encore faire l'éloge de la perplexité. Et j'aime beaucoup cette citation d'Enrico Fermi pour être en empathie avec vous. Avant de venir ici, j'étais confus sur ce sujet. Après avoir écouté votre conférence, je suis encore plus confus, mais à un niveau plus élevé. Et donc, je finis par Wallahu A'lam, et Dieu est tout ça. Donc,